Bonsoir à vous qui nous recevez du Brésil, de l'Australie à la France, de Ankara à Pékin. À vos frères de la résilience, de Goma à Bukavu aux plaines tumultueuses de Kalénie. Bienvenue sur Inside News RDC. Alors que vous nous ouvrez les portes de vos foyers ce soir, nous partageons une réalité commune, celle d'une nation qui refuse de se laisser anesthésier par les discours officiels. Dans la poussière étouffante et arrêts de bus de l'Unikin ou sous la chaleur lourde qui pèse sur nos marchés, le quotidien de nos compatriotes est une lutte de chaque instant pour préserver un pouvoir d'achat malmené. Pendant que les élites s'abritent derrière des termes savants dans des salles climatisées, la rue congolaise, elle, réclame des réponses concrètes. Au programme de cette édition, nous nous immisçons au cœur d'un schisme national, les 20 ans de notre Constitution. Est-ce l'heure d'un bilan lucide ou assistons-nous à une veillée funèbre orchestrée pour masquer des ambitions de fer? Nous confronterons également notre urgence éducative au choc technologique mondial. Face aux prouesses des robots humanoïdes chinois, notre jeunesse est-elle armée pour le monde de demain ou condamnée au déclassement? Enfin, nous enquêterons sur le dossier Metrokin, ce train de l'émergence qui semble rester à quai, sacrifié sur l'autel du marketing politique et des guerres d'ego ministériels. Sur Inside News RDC, nous ne caressons pas l'ignorance. Nous cherchons la clarté, car dans cette quête de souveraineté, la vérité est notre seule arme, et elle n'est pas négociable. De l'ambiance électrique de Kinshasa au débat feutré des amphithéâtres de l'université de Kinshasa, il n'y a qu'un pas que nous franchissons dès maintenant. Le 18 février 2006, la République démocratique du Congo se dotait d'un texte né des cendres de Sun City, censé refermer la parenthèse du chaos. 20 ans plus tard, ce pacte républicain semble à bout de souffle. Un colloque scientifique organisé à l'Unikin a mis en lumière un schisme sémantique entre révision et changement. Pour nos concitoyens, l'émotion est vive. Ce texte jadis perçu comme un bouclier est-il devenu un carcan? Pour comprendre la trajectoire actuelle de la République démocratique du Congo, il convient d'écarter l'émotion pour analyser les structures de pouvoir. Techniquement, nous assistons à une remise en question de ce que certains appellent la constitution de crise. Le pivot de cette discorde réside dans le verrouillage de l'article 220, ce coffre-fort juridique protégeant le nombre et la durée des mandats. Cependant, l'analyse froide des faits indique que nous sommes enfermés dans un piège géopolitique majeur. Regardons la carte. Sur nos 9 voisins, la quasi-totalité, du Rwanda à l'Ouganda, en passant par le Burundi, le Congo-Brazzaville et la Centrafrique, a procédé à une réinitialisation de leur compteur constitutionnel. Ces États s'inscrivent dans une stratégie de temps long, sur des décennies, tandis que le cadre issu de 2006 impose à la RDC des cycles courts et une limitation drastique des prérogatives présidentielles. L'article 78, par exemple, empêche le chef de l'État de révoquer son Premier ministre sans démission préalable. Cette asymétrie institutionnelle transforme notre processus démocratique en une vulnérabilité stratégique face à des voisins belliqueux qui jouent une partie d'échecs sur 30 ans pendant que nous changeons de joueur tous les 5 ans. Structurellement, la fragilité de notre édifice repose sur l'arbitre lui-même. La Cour constitutionnelle, au travers de l'arrêt ERC 1800, a manifesté une dérive vers ce que nous qualifions de compétences implicites. En s'érigeant en juge de cassation au-dessus du Conseil d'État pour annuler des élections de gouverneurs dans la Mongala, le Maniema et la Chopo, elle fragilise la séparation des pouvoirs. Nous oscillons entre une trajectoire de résistance, à l'instar du Sénégal en 2024, et une trajectoire de capitulation déjà observée au Burundi, où le juge ne devient que le notaire des ambitions exécutives. L'usage du droit au nom de l'état de nécessité ne masque plus la porosité de nos institutions face aux intérêts partisans. Le professeur André Mabata souligne qu'aucun texte n'est immortel si ses créateurs sont mortels, évoquant une possible eschatologie du texte de Sun City. Mais le risque, comme l'indique le professeur Bongeli, est de bâtir une réforme sur une fausse démocratie minée par la pauvreté. Sans une science responsable,
nous risquons de basculer définitivement dans l'état marécage théorisé par le regretté savant Yunga Bongo, une entité reconnue internationalement mais incapable de protéger son territoire ou d'assurer la survie alimentaire de ses foyers. Il apparaît clairement que si les concepts de normativité semblent abstraits, leur impact sur la stabilité de notre nation et sur la sécurité de chaque foyer est, lui, bien réel. La question n'est donc plus de savoir s'il faut changer de texte, mais si nous avons la force de reforger un bouclier sans laisser le forgeron agir seul dans l'obscurité. Car la Constitution ne doit pas être un mirage vendu par des mercenaires juridiques étrangers, mais le socle d'une puissance réelle. Et cette souveraineté ne se gagnera pas seulement dans les textes, elle se construira dans les laboratoires et les salles de classe. À vous, jeunes Congolais qui nous regardez, ces robots ne sont pas des menaces, mais des appels au réveil. Le monde de demain appartient à ceux qui maîtrisent le code, les algorithmes et la mécanique de précision. Ne vous laissez pas distraire par la futilité numérique. Choisissez les filières d'ingénierie. Embrassez les sciences dures. C'est par votre génie technologique que nous transformerons nos ressources en richesses réelles et que nous bâtirons une nation réellement émergente. Votre intelligence est le premier minerai stratégique de ce pays. Si la technologie est un levier pour l'avenir, la gestion de nos grands travaux actuels, elle, semble rester sur le quai. C'est un dossier qui illustre jusqu'à la caricature le mal congolais, la politique de l'annonce. Le projet Metrokim, censé doter Kinshasa d'un train urbain moderne, est aujourd'hui paralysé. Pourtant, sur le papier, tout semblait prêt. Un tour de table financier prestigieux avait été réuni en 2023. 280 millions de dollars de l'AFC, 200 millions de la BADA et 100 millions de la DBSA. Des géants comme Alstom étaient prêts à s'engager pour transformer la mobilité de millions de Kinois. C'est la version officielle. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Si nous appliquons le test de l'arnaque, le constat est accablant. Pourquoi des dirigeants de l'AFC et d'Alstom ont-ils été humiliés, laissés devant le portail d'un vice-premier ministre pour une réunion prévue? Ce mépris souverain a conduit au retrait d'Alstom, emportant une part de notre crédibilité internationale. Le test de réalité, lui, révèle un sabotage institutionnel. Pendant que Metrokin prépare son emprise de 20 mètres, l'ONATRA lance sa propre réhabilitation sur seulement 10 mètres, sans financement pérenne. C'est une guerre de fiefs entre ministères où chacun amène son partenaire, créant une confusion totale entre les Turcs d'Al-Bayrak et les Indiens d'Afcon. Qui profite de ce chaos? 3 signatures cruciales dorment dans les tiroirs, les contrats d'interface et la garantie souveraine. Le gouvernement privilégie le marketing politique, multipliant les protocoles d'accord comme des anesthésisants sociaux, sans jamais assurer de pilotage cohérent. Comment construire quand les ministres entrants défont systématiquement le travail de leurs prédécesseurs? Le développement n'est pas un spectacle médiatique. C'est une rigueur de chaque seconde que nos dirigeants semblent avoir oubliée au profit de la chasse aux commissions. La souveraineté économique exige une vision cohérente, loin de ce sabotage interne. La bataille pour le contrôle de nos ressources stratégiques se joue désormais sur l'échiquier mondial. Kinshasa vient de poser un acte diplomatique fort en inscrivant la mine de Roubaïa sur la liste des actifs proposés aux États-Unis. Situé au Nord Kivu et représentant 15% de la production mondiale de coltan, ce gisement est actuellement sous le contrôle des rebelles du M23, qui en tirent environ 800 000 $ de taxes mensuelles. En l'offrant à Washington, le gouvernement tente un pivot stratégique, transformer un site de conflit en un levier pour forcer l'implication américaine dans la sécurisation de l'Est face aux agressions rwandaises. Parallèlement, un souffle d'espoir semble atteindre le Kasaï oriental. Les 50 millions de dollars promis par le chef de l'État pour la relance de la MIBA sont en voie de décaissement, visant une production de 2,5 millions de carats dès 2026. Pour restaurer l'outil de production,
la direction a présenté 4 compagnies sud-africaines: Bond Equipment, Mining Services, Atur Mining et Consulmet, disposées à fournir l'expertise technique nécessaire. Enfin, la Gécamine renforce sa stature dans le trading grâce à 2 accords cruciaux avec Glencore concernant la mine de Kamoto Copper Company. L'entreprise publique récupère le droit de vendre elle-même sa part de production, avec un objectif de 300 000 tonnes de cuivre par an. Cette émancipation commerciale est-elle le signe d'une réelle reprise en main de nos richesses ou un simple changement de partenaire? La question de la transparence dans la gestion de ces nouveaux flux reste entière pour garantir que cette manne profite réellement à l'économie nationale. Pendant que les contrats miniers se négocient à Washington ou Cape Town, le quotidien sécuritaire s'écrit dans la brousse de Lubero. Nous passons maintenant à nos brèves, car chaque information, même locale, porte en elle les enjeux de notre cohésion nationale. Dans le territoire de Lubero, une lueur d'espoir a fendu l'obscurité. Le seigneur de guerre autoproclamé Mamadou a déposé ses munitions et s'est présenté devant l'administrateur militaire, le colonel Kiwewa Mitela, pour intégrer le programme de réinsertion sociale. Cet acte de reddition rappelle l'urgence d'un retour à la paix civile, alors que les autorités militaires multiplient les appels envers les groupes armés encore actifs dans la brousse. Chaque jour de conflit supplémentaire éloigne un peu plus nos frères de la terre qui les a vus naître. Dans le territoire de Beni, la crise humanitaire prend un visage particulièrement douloureux. L'hôpital général d'Oicha fonctionne dans une impasse logistique effrayante. Sans morgue fonctionnelle, ni ambulance en état de marche. Avec une capacité de conservation limitée à 4 corps, alors que les massacres en ramènent parfois une vingtaine. Le médecin directeur, le docteur Kasereka Nzala, crie à une crise de dignité humaine. Certains corps non identifiés atteignent une putréfaction avancée, faute de froid, privant les familles de la possibilité d'un dernier adieu. Cette situation exige une réponse immédiate des partenaires humanitaires pour restaurer un minimum de décence à ceux qui ne peuvent même plus enterrer leurs morts dans la dignité. Dans le Haut-Katanga, le chef de division du cadastre de Lubumbashi-Est, Julien Kinda Kapia, a été suspendu de ses fonctions par le secrétariat général aux affaires foncières. Il lui est reproché d'avoir joué un rôle trouble dans la création du lotissement irrégulier de la RVA sur les emprises de l'aéroport de la Loano. Cette décision intervient après la démolition de 50 maisons ordonnées pour protéger les zones aéroportuaires, jetant des dizaines de familles dans la précarité. Le secrétaire général Gérard Mugangu a accordé 20 jours aux responsables pour se justifier. La gestion foncière dans nos zones stratégiques ne peut plus être le terrain de jeu des prédateurs administratifs, au détriment des familles qui se retrouvent sans abri. À Lubumbashi, toujours, le ministre Élisère Ntombwe a entamé un recensement des biens immobiliers spoliés appartenant aux vétérans de notre armée. Sur l'avenue Basilique, un centre commercial trône désormais là où nos anciens soldats, dont certains sont octogénaires ou nonagénaires, devraient avoir leurs droits sécurisés. Cette volonté de restitution est un acte de justice pour ceux qui ont servi le drapeau, rappelant que la reconnaissance nationale n'est pas à 20 mots. À Matadi, le réquisitoire des anciens serviteurs de l'ONATRA résonne comme une plaie ouverte. Privés de leurs décomptes finaux depuis 2012, ils dénoncent ce qu'ils appellent un véritable génocide social. Avec 320 décès enregistrés parmi eux sans qu'ils aient touché leur dû, et une suspension des cotisations à la CNSS depuis 2017, ces compatriotes survivent sans aucune prise en charge médicale. Malgré les promesses du cabinet du gouverneur du Congo central, l'attente de la vague 2023 devient insoutenable. Une entreprise qui oublie ceux qui ont bâti ses fondations depuis 1935 trahit non seulement ses agents, mais la mémoire même du service public. Sur le front de la gouvernance, l'Inspection générale des finances déploie ce que l'on peut appeler sa patrouille digitale. Sous l'impulsion de Christophe Bitassimois, l'IGF finalise un plan stratégique triennal
axé sur le contrôle systémique et la numérisation intégrale des procédures. L'objectif est de passer d'une vérification ponctuelle à une surveillance globale des circuits financiers pour prévenir les irrégularités avant qu'elles ne vident les caisses de l'État. Ce changement de paradigme, issu des réflexions de Mbuela Lodge, vise à transformer l'IGF en un moteur technologique capable d'assurer la traçabilité de chaque franc congolais engagé par l'administration publique. C'est une percée d'espoir face au déficit budgétaire qui écrase le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a rassuré les élus du Kasaï oriental sur l'application progressive de la loi de programmation de la police. Des véhicules tout-terrain et des bus anti-émeutes sont annoncés pour Mbuji-Mayi afin de renforcer la mobilité des unités. Par ailleurs, un forum de paix est promis pour résoudre les conflits coutumiers à Katanda, car la sécurité ne se gagne pas seulement par la force, mais par le dialogue communautaire. L'archevêque Dodo Kamba, président du Conseil interreligieux congolais, a rencontré Martin Fayulu pour proposer la création d'une commission vérité et réconciliation. L'idée est d'établir un cadre de justice transitionnelle comme préalable à tout dialogue politique inclusif. L'opposant a salué cette démarche patriotique tout en appelant à la tolérance après les récents incidents au siège de son parti, soulignant que notre nation doit marcher en fer face aux convoitises extérieures. Enfin, à Uvira, nos compatriotes implorent la réouverture de la frontière avec le Burundi. Depuis le retrait des groupes armés, l'économie locale est asphyxiée et les étals des marchés sont clairsemés. Le gouverneur Jean-Jacques Purussi invoque des impératifs de sécurité, mais la population est réduite à traverser clandestinement le lac Tanganyika sur des pirogues de nuit ou de simples bidons, au péril de leur vie. La souffrance de nos frères à la frontière est le prix d'une insécurité qui dure et qui nous prive de nos échanges vitaux avec Bujumbura. Ce soir, nous avons parcouru les multiples facettes d'une nation en quête de clarté. Entre les débats constitutionnels qui interrogent notre souveraineté face aux stratégies de nos voisins et le sabotage interne de nos infrastructures de transport à Metrokin, le constat est exigeant. Nous avons vu que la technologie mondiale avance à pas de géant, nous imposant une révolution éducative immédiate pour que notre jeunesse ne soit pas la grande oubliée du siècle. Enfin, la gestion de nos ressources minières et le traitement indigne de nos retraités nous rappellent que la richesse d'un pays ne vaut rien sans une justice sociale rigoureuse. Cette édition a mis à nu le décalage entre les ambitions de prestige et la fragilité du quotidien. Comme pensée du jour, je vous propose cette réflexion. La Constitution n'est pas un texte sacré, c'est un bouclier. Si le bouclier est trop lourd pour combattre ou trop fragile pour protéger, il doit être reforgé. Dans l'esprit de Sun City, rappelons-nous que c'est le forgeron, le peuple, qui doit tenir le marteau et non des intérêts obscurs agissant dans l'ombre. Un texte qui ne protège pas les plus faibles cesse d'être une loi pour devenir un instrument d'oppression. C'était Soraya pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine édition. Bonne soirée à tous et bonne continuation.